Espace TV, le tout foot, Karim Baldé. Bonjour à tous, ici Karim Baldé. Pour ce nouveau numéro de la grande interview, notre invité est Amara Simba. Roi de la bicyclette dans les années 90, l'ancien footballeur franco-guinéen se remémore les bons souvenirs avant d'aborder l'actualité autour du Sili national et sa courte expérience de sélectionneur adjoint. Entretien exceptionnel au micro d'Espace TV. Bonjour Amara Simba. Bonjour. Merci beaucoup d'être l'invité d'Espace TV de l'émission Tout Foot aujourd'hui. Alors, pour les plus jeunes, d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter ? C'est ce que tu viens de faire. Ouais. Alors, donc, je m'appelle Amara Simba, ex-international, ancien joueur de Paris, enfin de pas mal de clubs en France. Monaco, Cannes, Lille, Caen, expérience en Angleterre, expérience au Mexique en tant que footballeur. Et vous êtes quand même, je le rappelle pour les plus jeunes, un monument quand même du football. On aura l'occasion d'y revenir dans cette interview. Vous êtes né au Sénégal, Oui. vous avez passé une partie de votre enfance en Guinée, si je ne Ouais. me trompe pas. Vous avez commencé à la Jeanne d'Arc, au Sénégal, au football. Et comment êtes-vous arrivé en France ? Ouais, c'est un long parcours. Déjà de Conakry au Sénégal, donc c'était pas facile. Et après, j'arrive en France à l'âge de 20 ans. Donc déjà, quand on fait la comparaison, quand on arrive ici à l'âge de 20 ans, on ne joue pas en France. Vous voyez un peu le retard qu'on prend. Et j'arrive en France, après je joue dans un petit club à Plaisir, bon allez 6 mois. Et après je fais mon service militaire en France. Et de là, quand je sors de mon service militaire, j'ai un petit club amateur qui me récupère. Donc je joue 4 ans en amateur. Donc ça me fait, à l'âge de 25 ans, 24 ans, j'étais toujours amateur. Et comment vous avez décidé, comment vous êtes-vous décidé à franchir le pas, de passer de l'Afrique à la France ? C'est quelqu'un qui vous a appelé ici ? C'est votre famille ? C'est un recruteur éventuellement en Europe ? Comment ça s'est passé ? Non, à l'époque, les recruteurs, ça se faisait pas comme ça, parce qu'il n'y en avait pas, c'était pas assez développé au niveau le football même, ou même les recruteurs, quoi. Ça voyageait pas trop à cette époque-là. Je suis venu par le bien de mon père, qui était ancien combattant, enfin, français. Et c'est comme ça que je suis arrivé en France et j'ai fait mon service militaire. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette nationalité en fait. Et ça n'a pas loupé, donc quand j'ai commencé à jouer rapidement, donc il y a eu les sélections qui ont fusé. Et à l'époque, le foot, c'était pas tellement votre première préoccupation, je me trompe ? Non, parce que tu sais, quand on a resté pendant 24 ans amateur, dans la tête c'est difficile. Parce qu'après on côtoie le monde professionnel. Et là, tout de suite, il faut changer la stratégie et la vision, tout change. En fait, quand le monde professionnel, c'est vraiment un monde à part. Donc après, c'est comment gérer une journée, comment gérer une semaine, comment gérer le stress et les sacrifices que tu dois faire pour rester toujours au top. C'est vrai que vous vouliez être mécanicien au lieu de footballeur ? Vous savez tout, donc c'est même pas la peine qu'on continue. Ah mais justement, expliquez-nous, parce que le football, c'était pas la première préoccupation. Vous avez d'autres envies, d'autres métiers éventuellement possibles ? Non, mais comme je disais auparavant, quand je suis resté au moins 24 ans amateur, dans ma tête, professionnalisme, je ne connaissais pas. Et donc le football n'était pas, pour moi, je ne pensais pas être pro. Donc il fallait choisir un métier. Moi, mécanicien, c'est ce qui me passait, qui me plaisait en fait. Donc j'ai dit, je pourrais faire mécanicien. Mais après, les choses ont vite changé. Et finalement, justement, les choses ont vite changé et vous êtes passé pro, vous avez été recruté, repéré par le Paris Saint-Germain. Comment ça s'est passé pour passer justement du monde amateur au monde professionnel, et en plus dans quel club ? Le Paris Saint-Germain ? C'est simple, je pense que c'est le travail qui paye, qui prime tout. Tu sais, des fois quand on te dit j'ai envie de jouer, je veux jouer. Donc après, la seule chose qui fait qu'on sait que tu peux jouer ou tu sais jouer, c'est quand on te met sur le terrain. Donc moi j'ai eu la chance de jouer dans un club amateur où j'avais une équipe qui me correspondait et je sortais du lot. Et ça n'a pas loupé j'étais à Versailles. Versailles, c'est pas loin de Paris Saint-Germain. Donc
Et Versailles, j'étais meilleur buteur pendant 2 saisons et l'équipe a monté. Et PSG ont marqué là, ils m'ont dit de venir faire un test avec eux. Et si c'est concluant, je reste, parce qu'ils entendaient tous les dimanches quand même que j'ai marqué un but. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Paris en 86 et j'avais déjà 25 ans. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de faire ça. Et quand j'arrive au Paris Saint-Germain, ils venaient d'être champions. Donc quand tu rentres amateur, tu arrives dans un club où ils viennent d'être champions. Et il y avait le mondial au Mexique où il y avait 6 joueurs qui étaient au mondial. Toi, tu arrives de l'inconnu, tu te dis, bon, comment on va faire? Et c'est comme ça que j'ai atterri là-bas. Ils m'ont testé pendant 1 an. J'ai répondu présent. Et ils m'ont donné une opportunité pour un match avec les pros. Là, j'ai saisi ma chance et j'étais comme eux. Et du coup, je suis resté 7 ans. D'un match, vous êtes passé donc finalement, vous êtes implanté au Paris Saint-Germain et 4 ans après votre arrivée, nous sommes le 7 avril 1990, il y a ce fameux PSG Mulhouse où vous entrez en cours de jeu à la 77e minute. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter la suite de l'histoire? C'est quand même une belle histoire quand même que ce PSG Mulhouse. Ouais, c'était le début d'une belle histoire pour moi, quoi, au niveau de ma carrière, au niveau de mon parcours. C'était un match au Parc des Princes, il faisait froid, un froid de canard, on appelle ça. Et le terrain était gelé, donc j'étais remplaçant, je rentre à la 13e minute, il reste... et au bout de 13 secondes, paf, il y a une opportunité, c'est mon premier ballon que je touche, et voilà. Donc ce geste m'est venu instinctivement, donc je l'ai tenté. Et ça s'avère que ça va au fond. Bon, ça surprend, hein, parce qu'on n'en voyait pas beaucoup. Et là, comme j'ai réussi le geste, et c'était cadré, donc il n'y avait pas beaucoup de chance pour le gardien. Vous savez ce qu'on va faire tout de suite? Non. On va le revoir justement, ce fameux but. Ah, souvenir. Waouh. Là, je rentre. Amara Simba, la balle est part. Nous avons vu jouer déjà plusieurs fois. Ouais. Une passe. Cette équipe, joueur très vif. C'est peut-être pour cela que... Deuxième passe en profondeur pour Bosser. Rebondit, il fait une passe, ça fait 13 secondes. C'est ma première balle que je touche. Oh. Simba qui vient de rentrer et qui marque un but sur un retourné superbe. Ouais. Il y a Safet Suzy qui a permis. Ouais. Daniel Bravo, Charbonnier. Pour les Parisiens qui ouvrent le score. Extraordinaire. Ah oui. Fantastique but. Ah ouais. Une bicyclette. Une bicyclette. Ah ouais. C'est l'arqué, ouais. C'était l'arqué. Et qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images-là? Bah, ça fait souvenir, hein. C'est vrai que c'est impressionnant parce que waouh, en plus, tu vois, la balle elle rebondit pas avant. Hein. Je la prends en l'air en fait. Ouais, c'était 1-0. Donc c'est ce que je retiens, 1-0 par une bicyclette de moi, je suis fier. Ça a débloqué la situation? Non, ça a débloqué et puis on gagne là-dessus. C'est un parc qui n'était pas trop plein et qui attendait quoi, ce but-là. Mais il ne savait pas que ça allait être ça. Est-ce que ça a marqué un tournant dans votre carrière, ce fameux but? Oui, ça a marqué un tournant, mais il fallait batailler encore, hein, parce que je pense que c'était le début de Top But, c'est ce qu'ils appellent ça, téléfoot. Et du coup, le journaliste Jean-Michel Arquet et Thierry Roland, qui étaient à l'époque, ouais, en chambrant, les journalistes commençaient à dire « Ah, mais il n'a pas fait exprès ». Et l'année d'après, j'en ai remis une autre contre Paris. Et c'est ainsi qu'est née justement voilà, la légende Amara Simba, le roi de la bicyclette, parce que c'est votre surnom. Ouais. Mais bon, tout ça, ça a été travaillé en Afrique avant, hein, entre la Guinée et le Sénégal. Donc... C'est vrai, là-bas, vous vous entraîniez justement à faire des bicyclettes quand vous étiez plus jeune? Non, mais on était comme tous les Africains, on était cascadeurs, on faisait des roulettes un peu partout. Hein, tu sais, nous, on a commencé pas avec des vrais ballons en Afrique. On commence avec les moyens du bord. Et quand on arrive sur des pelouses comme ça, sur les parcs, après, c'est beaucoup plus facile, quoi. Et on a un autre extrait à vous montrer, cette fois-ci, c'est une interview. On va parcourir la tablette. Alors ça, c'est l'affiche. Oui. Mais juste avant l'affiche, quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un que vous avez rencontré récemment.
Il a maigri là, non? C'est Eric. Non, je le connais super bien. C'est Ouais. Eric Rabizandratana, ancien capitaine du Paris Saint-Germain dans les années 90. Et écoutez ce qu'il a à dire justement à votre propos. C'était un joueur important, un attaquant qui était toujours en mouvement, qui était capable de mettre des buts incroyables. Déjà à l'époque, c'était vraiment impressionnant déjà pour les défenseurs et puis aussi peut-être pour les attaquants. Mais c'est vrai que ça représentait un geste qu'on voyait pas trop souvent et en plus il le réalisait à merveille et en plus il a fait une pub dessus. Donc je me rappelle encore très bien qu'on avait justement utilisé ce geste technique pour représenter Amara Simba et aussi le Paris Saint-Germain. Ah et oui, non mais il a souligné un côté là, mais seulement bon, j'ai essayé de le récupérer parce que j'ai fait une pub mais j'ai pas pris un centime. C'est vrai? Donc là ça m'a, mais tu sais à l'époque c'était les droits d'image, c'était l'équipe, le club qui l'avait. Mais aujourd'hui c'est impossible. Bah, c'est vrai que j'ai fait la campagne, la pub qu'on voit là, je suis tout seul dessus, normalement je devrais, voilà. Mais c'est à l'époque où on donnait tout pour le club, on bougeait même pas, il n'y avait pas trop de transfert. Donc, La voilà. pub, la voici Voilà, la justement. pub. PSG, fais-nous rêver avec Voilà. vous en train de faire cette ouais. bicyclette dans le ciel, Dans le parisien. ciel parisien, là, c'est l'époque où j'étais dans les nuages et tout. Donc après, c'était dans tous les métros, dans tout Paris, un mois pour que les gens ils s'abonnent au PSG. Ça fait quoi de se promener, de vous voir justement dans tous les murs du métro parisien? Non, ça fait impressionnant. C'est personnellement, tu arrives, tu vois ta tête, mais pas en petite, hein, c'est blanc. Donc, et ça fait toujours une fierté. Bon, je me rappelle que tous les Africains, à l'époque, ils étaient fiers d'avoir on va dire un black au sommet de sa forme, tapissé dans les rues de Paris. C'est vrai qu'à l'époque c'était peut-être moins le cas aussi. Dans les années 80, c'est pas le contexte où comme aujourd'hui on essaye de chercher la diversité. Par exemple, de voir justement un noir comme ça fièrement dans le métro parisien, c'est aussi symbolique. Notamment à l'époque, c'était peut-être encore plus symbolique qu'aujourd'hui. Non, à l'époque c'était rare. Hein. En plus, ça venait du PSG. Normalement, dans les mouvements comme ça, on devrait être plusieurs sur l'affiche. Mais là, j'étais seul et qui représentait la campagne du PSG, quoi. Donc c'est une fierté en plus. Je suis fier d'avoir fait ce geste-là parce que, comme je disais auparavant, j'ai commencé tard dans le football, donc il ne me restait pas beaucoup pour me montrer. Le football va très très vite et ça, tous les joueurs devraient être conscients de ceci. Quand on dit Amara Simba, justement, on pense tout de suite à la bicyclette, ce geste technique, ce geste artistique même. Est-ce que vous vous considérez comme un artiste du football ? Je fais partie parmi ceux qui ont eu l'audace de tenter des gestes et ça finissait et il y avait la finition derrière. Artistes, tous les footballeurs sont artistes, hein, donc tu vois, on ne fait pas le foot comme ça. Hein. Les vrais techniciens, c'est qu'il y a un don quelque part qui a été développé, parce que tout le monde voudrait être footballeur, mais tout le monde n'y arrive pas. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Artiste, il y a des moments, il faut oser, quoi. Donc des gestes comme ça dans un stade plein, il faut oser. Donc, mais qui ne tente pas, n'a rien. Donc sans voilà, complexe. quoi. Exact. Alors vous avez marqué quelques buts d'anthologie, vous avez gagné 3 fois le fameux top but de téléfoot. Ouais. Vous en parliez tout à l'heure justement pour des bicyclettes contre Mulhouse, contre Nîmes notamment. Mais malgré ces buts-là, finalement, vous avez quand même peu de titres à votre actif. Vous avez une Coupe de France en 93, si je ne me trompe pas, avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que finalement vous n'avez pas l'impression d'une carrière au goût d'inachevé? Parce que certes on retient le roi de la bicyclette, mais au niveau palmarès, vous n'avez peut-être pas eu le palmarès à la hauteur de votre talent. Moi je dirais que j'ai eu plus de chance que par rapport au niveau, ce qui concerne le football. Parce que à l'époque, quand je suis arrivé, j'ai commencé tard, comme je dis. J'arrive au PSG, j'ai en 86, donc je suis de 61, donc j'arrive à 25 ans. 25 ans, tu n'es pas connu, après tu restes 4 ans, tu arrives à te faire remarquer et à jouer au plus haut niveau. C'est-à-dire l'équipe nationale, au niveau et tu arrives à te faire connaître à un niveau international. En quittant la Guinée et le Sénégal, je pense que pour moi j'aurais pu faire mieux, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont joué plus haut,
plus de coupes ou même de titres que moi. Mais moi, mes bicyclettes, ils en parlent. Ah ça c'est sûr qu'aujourd'hui on en parle encore. Et petite curiosité quand Mais même. j'ai pas mis que des bicyclettes. Hein. Ah bah oui. Mais j'ai mis des pichenettes, j'ai mis des petits ponts, j'ai mis des jeux de tête aussi. Donc on oublie tout ça. Ce qu'on retient c'est la... Alors vous allez retrouver toutes ces buts-là et vous les mettez. On va fouiller dans les archives comme ça, on va essayer de trouver ça. Et j'ai lu quelque chose d'assez curieux sur la fin de votre carrière. Vous êtes passé donc par le Paris Saint-Germain, par Cannes, par Monaco, par Caen. Vous êtes parti ensuite au Mexique, ce qui est quand même pas banal d'ailleurs. Pour un joueur français de surcroît d'origine africaine, c'est assez surprenant. Pourquoi vous êtes parti là-bas? Non, je suis parti là-bas parce que je prenais l'âge. C'était en 96, donc j'avais 35 ans. Et quand j'arrive au Mexique, bon, déjà je savais même pas que c'était espagnol et tout, je connaissais pas la langue. J'étais parti pour signer les 6 mois, parce qu'ils ont des trêves de 6 mois là-bas. Donc j'ai signé 6 mois et après je me suis plus là-bas, je suis resté 18 mois. Je me suis retrouvé à parler espagnol comme les Espagnols. Et au bout de 18 mois, donc je suis venu en vacances en Angleterre et mon contrat est finissé là-bas. Je suis resté en Angleterre aussi. Et je suis resté en Angleterre pendant 6 ans. Mais alors justement, l'Angleterre, alors j'ai lu que vous avez fait 5 clubs en 2 ans. Est-ce que c'est vrai? Si, c'est vrai. Mais comment c'est possible de faire autant de clubs en aussi peu de temps? Je voyais des dates par exemple 2000 à 2000, 2000 à 2000 dans un autre club. Comment est-ce possible? Non, c'est possible parce qu'en Angleterre, quand je suis arrivé là-bas, tu pouvais même jouer par semaine. En fait, c'était des contrats qui étaient courts, on pouvait avoir. Moi, j'arrive en Angleterre, c'est marrant parce que en Angleterre, je suis venu faire un test. Moi, je suis venu faire un test et dans un petit club de division 3 qui était pro. Ils ne savaient pas qui j'étais, donc moi j'aimais bien jouer. Donc j'avais 97, donc j'avais 37 ans, donc 36 ans. Et quand j'arrive en Angleterre, je fais un test dans un club, j'arrive en retard, je m'échauffe 5 minutes, il me fait rentrer. Putain, je marque un but, je donne un ballon de truc, et puis l'entraîneur il me dit, mais à la fin de l'entraînement, il me dit, est-ce que tu peux frapper 5 ballons dans le but, quoi, et tout. C'est comme si je recommençais ma carrière, parce qu'il ne me connaissait pas. Donc je frappe, but, pied gauche, pied droit. Puis il m'amène dans son bureau, il me dit, est-ce que tu peux jouer pour nous la semaine prochaine? Mais j'étais encore au Mexique, hein, j'ai dit, mais non, je dois retourner au Mexique, je ne peux pas jouer pour vous au Mexique. Et après, on rentre dans la conversation, il me dit, mais quel âge tu as? J'ai dit 36. Il me dit, non, moi je te donne 27 et tout. C'est comme ça que c'est parti en Angleterre, en fait. Donc, après, ils font le forcing, donc je reviens un mois après, donc je signe. Mon premier match, boum, je marque un but, donc ça repart. Après, on joue à Wembley. Et tout, donc j'ai réussi à jouer à Wembley à 37 ans, 38 ans, avec ce club-là. Et du coup, je suis resté là-bas 1 an et demi, ou 2 ans. Et après, bon, j'ai changé de club. C'est là où j'ai commencé à changer de club, parce que l'Angleterre, c'est quand même assez physique. Après, j'ai joué à un club qui s'appelle Kingston. Ils ont joué Humber Trophy, c'était l'ancien coupe avant qu'ils changent Wembley, quoi, fait de côté. Donc moi j'ai joué ce match-là. Et si tu rentres dans les archives, j'ai marqué un but, le but vainqueur. Et je suis avec le trophée là-bas. Et c'est l'année où ils ont changé le truc. Et là, c'est l'année où il y a George Weah aussi qui jouait à Chelsea. Ouais. Voilà. La Guinée est hors course pour les qualifs du mondial. Encore une fois, j'ai envie de dire un mot sur cette équipe, sur cette sélection actuelle. Elle est incapable notamment de battre la Libye à l'extérieur. Quel est votre regard sur les performances récentes du Sili? C'est sûr que c'est difficile aujourd'hui de jouer contre les équipes qui ont moins d'expérience ou même de titres, parce que le football a vachement évolué. Et donc on peut en tomber dans les pièges, notamment on dit que voilà, il n'y a pas des grands noms, mais au bout du compte, on s'aperçoit que pas mal de clubs, pas mal de pays plutôt, ils ont des entraîneurs qui ont donné pas mal d'informations, donc ils ont changé aussi et ils ont progressé aussi. Et c'est souvent ces pièges-là qui font défaut et si on ne les prend pas au sérieux, donc on est vite rattrapé, quoi. Par la loi du football, ça veut dire qu'il faut être concentré jusqu'au bout.
Donc je ne suis pas surpris le match de la Libye quoi, en fait, par rapport à la Guinée. Question directe, selon vous, l'AP Bangoura, l'actuel sélectionneur, doit-il partir? C'est pas moi qui prends cette décision et de toute façon... Non, mais quel est votre avis? Parce que justement, on dit beaucoup de choses sur l'AP Bangoura, on dit qu'il ne maîtrise pas forcément les événements, ses choix de joueurs sont critiqués également. Et le fait qu'on n'arrive pas à se qualifier pour la Coupe du Monde et qu'on n'arrive pas à battre la Libye, par exemple. De toute façon, c'est simple, hein, quel que soit le pays, c'est pas que l'AP Bangoura, ça peut être en France, ça peut être au Sénégal, ça peut être n'importe où, au Cameroun. Si tu n'as pas de résultat, on ne peut pas changer toute la fédé ou tous les joueurs. Donc, on va s'attaquer à l'entraîneur. Donc, c'est ce qui va beaucoup plus vite. Donc là, s'il n'y a pas les résultats, c'est vrai que l'AP, il est en danger. Forcément, parce que les gens, ils attendent ça. Surtout en Guinée, et même un match nul, c'est hyper difficile à admettre. Donc, les victoires sont attendues. Et là, le fait d'être éliminé au mondial, ça pèse quoi, ça n'arrange pas les choses. Mais moi personnellement, je peux jamais vous dire la paix il doit partir ou la paix il doit rester. Ça c'est pas mon rôle du tout. Et vous, votre avis en tant qu'observateur justement Non, je peux pas vous répondre de ça. Ça c'est mon opinion personnelle et je veux pas être au début d'une polémique que vous allez créer ici, toi en premier. Non, moi j'ai côtoyé la paix, on a fait je crois 2 matchs ensemble et après les choses ont fait que il a pris les rênes et donc il a gardé son staff qui pense que lui correspond. Moi je peux pas rentrer, moi je suis neutre, je suis de l'autre côté, j'ai ma vision des choses, du football et d'une sélection. Il y a des gens qui ont voté pour la paix, donc ça c'est les personnes là qui doivent prendre des décisions ou voilà. Mais moi je peux pas te répondre. Je peux pas te dire il faut prendre tel joueur, je ne suis pas. D'accord? Mais ce qui est sûr, c'est que la Guinée, ils ont des sacrés joueurs et qu'on le sait. Et il faut trouver un moyen de mettre un état d'esprit qui fait que ces joueurs-là puissent jouer vraiment en union quoi. Parce que le talent, c'est ce qu'on connaît, on ne va pas te mentir. Si tu prends, j'ai côtoyé les joueurs, Naby Keita qui évolue là-bas, je l'ai vu, c'est le premier contact qu'on a eu ensemble. Il sait le mot que je lui ai dit. J'ai dit, toi tu es... Voilà, donc je ne suis pas là pour parler de... Moi je donne l'information et puis eux, ils savent ce que ça veut dire. Donc à tous les gamins que j'ai côtoyés là-bas, j'ai dû donner mon avis, mon opinion et l'information qu'ils avaient besoin. Maintenant après, ce qui peut aider une sélection comme la Guinée, comme la nôtre, c'est qu'il y ait un groupe. Un groupe, c'est... Si tu prends d'autres nations qui ont réussi une CAN ou une mondiale et tout, c'est qu'il y avait un groupe. C'est pas un individuel, c'est un groupe qu'il faut. C'est individuel, on l'a. Tu fais le championnat français, tu peux sortir des joueurs et qui sont titulaires. Donc c'est pas anodin. Donc tu vas en Allemagne, c'est pareil. Tu vas en Angleterre. Donc tu as une équipe. Maintenant il faut trouver un groupe. Parmi les débats autour de la sélection guinéenne figure la question des binationaux. Alors nous, on nous pose énormément de questions sur les binationaux puisque justement nous sommes basés ici. Vous-même à l'époque, vous aviez choisi de jouer pour l'équipe de France. Ça allait trop vite à l'époque. C'est vrai? Comment ça? Non, ça allait trop vite parce que tu vois, dès que j'ai mis un but en équipe club au PSG, claque, la France m'a tombé dessus, donc tu n'as même pas le temps de te retourner quoi. Donc le football n'était pas évolué à cette époque-là. Donc c'est ce qui se passait aussi pour pas mal de gens. Mais vous à l'époque, vous n'avez pas le temps de réfléchir en fait. Vous n'avez pas le temps de... C'est ce qui s'est passé, ouais. Non mais il y en a d'autres, donc mais voilà. Bon moi ça a été un peu dit différemment, donc aujourd'hui, la seule chose que je peux dire, moi j'étais fier d'être l'Africain à l'époque qui a marqué l'esprit de tout ce qui pouvait se passer sur un terrain de football. Mais c'est vrai que justement, pour terminer sur ça,
vous, dans votre tête, vous n'avez pas eu le temps de dire, au moment où Michel Platini veut vous convoquer, vous vous êtes pas dit « Ah, mais peut-être que j'irai jouer pour la Guinée, ou même éventuellement pour le Sénégal ». Non, mais ça allait vite. Tu sais, une sélection, le lendemain, tu es dedans. Hein, donc, ça, c'est juste, mais il peut bloquer quelqu'un par rapport à ça. Mais après, donc ça, c'est les choix. Moi, je me rappelle, je suis venu en Guinée, je n'étais pas encore connu, mais c'est pas pour ça qu'on m'a demandé de jouer pour l'équipe nationale. Donc c'est un parcours qui est comme ça. Mais aujourd'hui, la fierté que je peux dire, d'ailleurs, c'est que moi j'ai fait quelque chose où tout le monde en parle. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui était important pour ma carrière aujourd'hui. Et pour revenir sur les joueurs actuels, il y a certains qui hésitent. On parle beaucoup de Bounassar, par exemple, d'Amadou Diawara, surtout le milieu de Naples. Il y a des joueurs comme ça qui hésitent. Est-ce que vous comprenez tous ces joueurs qui soit hésitent, soit jouent la montre, soit font semblant de ne pas entendre les pré-convocations, etc. avant de trancher? Non, mais tu sais, le football, il faut être bien entouré. Et le football aussi, bon, chacun a son idée et a le droit de choisir, au fait, quelque part. Donc, si un joueur pense qu'il a un niveau et il espère jouer dans une autre sélection qui est plus hypée ou qui le correspond, où il a deux options de sélection, c'est difficile de le convaincre. Mais tu peux le convaincre naturellement. Donc ça veut dire, si ton équipe est solide, tu n'as pas besoin de convaincre déjà. Tu vois, les gens, ils adhèrent dans l'équipe qui tourne. Tu vois, aujourd'hui, on va prendre PSG, tout le monde veut venir à Paris. Donc pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui fédère. Donc une sélection, c'est pareil. Donc il faut qu'il y ait un travail de fond qui se fait pour vraiment qu'il y ait un état d'esprit qui fait que on n'hésite même pas. Tu vois, c'est pas sélectionner pour sélectionner. Donc les gens, ils ont une vie au quotidien. Une sélection, c'est autre chose qu'un championnat. Donc c'est une sélection, tu représentes toute une nation. Donc c'est des décisions qui sont hyper importantes et normalement on ne doit même pas hésiter en fait. Donc si je suis votre logique justement, c'est que si certains hésitent, c'est parce qu'il n'y a pas ce cadre-là en Guinée suffisant pour que les joueurs se disent j'y vais tout de suite. Non mais on ne dit pas cadre, après on dit il y a les résultats, il y a un fonctionnement qui est en place et que bon, tous ces joueurs que tu as cités là, ils ont été sollicités. C'est pas qu'ils n'ont pas été sollicités. Moi, je suis bien placé pour savoir. je sais ce qu'on a fait pour que Bounassar vienne ou autre. Mais après, les joueurs, tu peux pas non plus les prendre. Voilà. Mais peut-être il y a une autre approche à faire. Autre chose aussi, quand vous justement vous êtes venu sélectionneur adjoint. Oui. Il y a eu des critiques en Guinée, notamment venues de Titi Camara, pour ne pas le nommer, qui disaient justement « Oui, mais finalement, vous avez choisi de jouer pour la France, vous n'êtes pas guinéen. » Oui. Comment vous avez pris ces critiques-là à l'époque? Parce que, en tant que franco-guinéen, est-ce que vous, justement, comment vous avez vécu ce genre de critiques? Venant de la part de Titi, qui a évolué ici, bon, je suis un peu surpris. Donc, tu vois, bon, après, je peux comprendre qu'il y ait frustration, parce que, pour répondre à ça, j'ai dit, bon, il y a déjà une erreur de communication, de la façon dont ça a été formulé. Je ne suis pas guinéen. Donc déjà, ça c'est une fausse note. Le fait de dire je ne suis pas guinéen, or que je suis parent, mère, père, grand-père. Donc mon histoire, on connaît. Les vrais Guinéens, ils savent d'où je viens moi. Donc je suis issu de David Tondon. Donc tout le monde sait ce que ça veut dire, tu vois, en Guinée. Je suis né à Dakar, certes, mais de père, mère guinéen. Donc on ne peut pas dire que je ne suis pas guinéen, d'accord? Bon, je ne suis pas le seul Guinéen qui n'a pas joué pour l'équipe nationale. Et je ne suis pas le seul Guinéen qui a évolué à l'extérieur au lieu d'évoluer en truc. On ne peut pas rentrer dans ce genre de truc. Si moi je peux aider aussi aujourd'hui la Guinée, on ne peut pas dire non, il ne faut pas le prendre. Il peut pas, non. C'est aujourd'hui qu'on demande de faire quelque chose. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Bon, je ne suis pas rentré dans la polémique par rapport à ça parce que je trouvais qu'il y avait une fausse note. Donc ça, pour moi, il n'y avait même pas de réponse à donner, quoi.
dire que je suis pas guinéen, je suis quoi alors? Je suis français? Sur papier, oui, j'ai fait l'armée, donc voilà, mais tu peux pas dire que je suis pas guinéen. Je parle Soussou comme toi. Non, Soussou, même dans Guitano. Ça, c'est la preuve. En tout cas, les téléspectateurs Voilà. l'entendront. Donc là, parce qu'on pense que je parle même pas Soussou. Mais alors que le Soussou, il est ici depuis ma naissance. Votre expérience de sélectionneur adjoint Oui, a duré moins d'1 an, si je ne me trompe pas, oui, un an. aux côtés de Luis Fernandez. Avec le recul, pourquoi ça n'a pas marché? C'était difficile parce qu'il y avait une gestion avec Luis qui ne correspondait pas avec la sélection comme la Guinée. Et moi, je n'avais pas de poids parce que ce n'était pas moi le sélectionneur principal. Parce que Luis, il avait toutes les cartes en main. Donc ça, c'était les décisions de Luis. Moi, on ne m'a pas laissé l'opportunité de montrer ce que je sais. Tu vois, même si on s'est battu pour rattraper certains trucs, mais ceux qui étaient à l'intérieur, ils le savent. Ce que je pensais quand même, tu vois, avoir cette opportunité, mais je ne l'ai pas. Et ça, c'est pas, je ne veux pas crier partout. Donc, tu sais, moi, je suis pas. Si on veut bosser, on peut bosser. La plupart de ceux qui m'ont côtoyé, ils le savent. Ça n'a pas marché parce que lui, ça a voulu instaurer une rigueur assez forte d'entrée sans connaître certaines raisons. Parce que quand nous, on a pris la sélection, c'était déjà, vous connaissez la CAN qui s'était passée, il y avait une division qui était là. Mais malgré ça, on a quand même réussi à mettre une discipline et faire venir vers la fin. Mais les dégâts étaient trop importants pour rester, quoi. Donc c'était un peu, il y avait trop de pression pour que ça reste. Donc je mets ça sur le fait qu'on a quand même essayé de ramener les binationaux contre ce problème-là qui existait, quoi. Parce que ça, c'est pas une partie facile non plus à accepter. Et aujourd'hui, après justement cette expérience-là, est-ce que vous auriez encore envie de servir le Chili ou même d'autres sélections africaines? Mais moi, je suis pro. J'ai vécu plusieurs années, tu vois, j'ai pas fait bicyclette pour rien, donc le côté pro, c'est à l'intérieur. Donc, si tu vas à un endroit où c'est vachement structuré, mais ton expérience, tu ne peux qu'aider dans tout ce qui est dans cette structure. Donc, pour moi, pour aller quelque part aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai eue avec Luis, je mettrais un pied là où c'est vraiment structuré, quoi. Ça veut dire, quand je dis structuré, c'est qu'il y a une super organisation autour et puis voilà. Mais c'est comme ça qu'on peut travailler. Je ne dis pas, tu viens, tu radicalises tout en même temps. Non. Tu as des joueurs déjà, la plupart, ils ont l'esprit pro. Donc il faut mettre tout ce qu'il y a autour pour que ça évolue. Pourquoi ils arrivent à le faire ici et pourquoi on n'arrive pas à faire là-bas? Donc, ce qu'ils arrivent à faire ici, il faut qu'on arrive à le faire sur place là-bas. Mais ça, c'est des informations qu'il faut mettre en place. Dernière question, Mara Simba. Que devenez-vous aujourd'hui? Que faites-vous actuellement? Nous sommes à Paris. Que faites-vous actuellement? Actuellement, je suis avec toi là, devant la Tour Eiffel. On est en train de papoter. Mais au-delà de ça, je veux dire, quelles occupations avez-vous Je m'occupe quand même, tu vois. J'étais dans un petit stade là, aux côtés de la Tour Eiffel, où il y a 1000 licenciés. Donc c'est moi leur grand conseiller, où il y a le gardien d'Alfonso du PSG sort. Alfonso Areola, Alfonso Areola. Donc c'est moi leur conseiller là. Et là, j'ai monté un petit stage à mon nom aussi, tu vois, du côté de Bordeaux. Je ne t'ai même pas montré, c'est vrai en plus, tu vois, et c'est un stage à mon nom. Et donc pour l'été, quoi, tu vois. D'accord. Tu l'avais pas vu. Avec des images? Non, on l'avait pas vu ça. T'as pas vu celui-là, hein? Ça va commencer quand? Ça va commencer C'est l'été. cet été? Ouais, enfin, l'été 2018 plutôt? Oui, voilà, pendant le truc. Donc je m'occupe, voilà, en attendant une ouverture. Vous allez leur apprendre à faire des bicyclettes aux petits? Non, les problèmes de bicyclette, on arrive à le faire, mais c'est pas la première chose qu'on apprend aux gens, c'est comment se comporter dans la surface de réparation. Ça, c'est pour un attaquant que je connais, c'est que c'est un endroit où, voilà, t'as pas beaucoup de réflexion à faire, t'as pas beaucoup de temps pour réfléchir.
Merci beaucoup Amara Simba d'avoir été avec nous et merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était le grand entretien, ici Karim Baldé avec Louis Decroix pour les images à Paris. On se retrouve une prochaine fois, toujours sur Espace TV et toujours avec le même plaisir. Salut à tous.